Bonsoir, ravie de vous retrouver pour 2 heures d'échange, de partage, d'émotion. J'espère que vous allez pouvoir veiller un petit peu plus tard ce soir, car demain c'est férié. Et pourquoi pas en profiter peut-être pour appeler le 3921, puisque c'est vous qui êtes le cœur de cette émission. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier très chaleureusement pour l'élan de solidarité dont vous avez fait preuve hier vis-à-vis de Marie, qui a abordé la question de la pauvreté dans l'émission. Vous avez été très très nombreux à vous manifester au 3921 pour lui proposer de l'accueillir, pour lui proposer un logement. Il y a des pistes de travail. Enfin, il y a eu beaucoup des livres aussi, puisque Marie nous disait qu'elle aimait beaucoup lire. Donc vraiment, merci, un grand merci à vous tous. Vous êtes vraiment formidables. Vous pouvez bien sûr nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Ce soir au 39 21, vous serez accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre et je crois que j'ai déjà eu votre assistante qui a dû vous communiquer un petit peu mon problème. Donc vous êtes un petit peu au courant. Oui, mais il faut que vous en parliez quand même, voilà, puisque j'ai votre petite fiche sous les yeux. Vous voulez me parler d'une relation avec un homme que vous voyez assez peu, puisque vous voyez tous les 3 mois, mais oui, à peu près, tous les 2-3 mois, mais on se téléphone tous les jours. Tous les jours, voilà. D'accord. Et je crains que cette relation ne tienne qu'à un fil, celui du téléphone. Mais pourtant, voilà. Alors je vous dis tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui faisait partie de mes relations il y a 5 ans et qui m'avait proposé de me connaître un petit peu plus amplement. Donc il m'a invité à déjeuner. Et puis après, nous avons énormément échangé verbalement. Je sentais qu'il voulait me connaître donc plus amplement dans ma famille, mes relations, etc. Peut-être mon caractère. Bon. Et puis je suis allée chez lui, mais on a commencé à se voir. Bon, il faut dire qu'on habite à 3 heures l'un de l'autre, et on a commencé à se voir tous les 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, et c'est un rythme qui perdure. Malgré 8 jours de voyage tous les ans, qui se passe très bien. C'est un homme extrêmement courtois, extrêmement respectueux. Mais vous souhaiteriez le voir davantage? Oui, au départ, j'aurais voulu le voir davantage. Et pourquoi ce n'est pas possible? C'est-à-dire que je suis quand même très prise, moi aussi, familialement, mais je pense qu'il... Lui aussi m'a toujours dit « Ah oui, mais j'ai énormément de choses, il a des biens à gérer, etc. » Et il est très... comment dire, il me dit je suis très méticuleux, je pense qu'il est assez obsessionnel dans son quotidien. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout insisté pour à la limite que je l'envahisse, bien qu'il ne l'ait jamais dit. Mais j'ai l'impression qu'il a peur d'être envahi et qu'il est extrêmement secret, un solitaire. Et souvent, je lui ai posé la question en lui disant « Mais pourquoi tu t'es encombré de ma personne ?» Ah mais non, je ne me suis pas encombrée, je suis très bien, seulement il me tient à distance, toujours très bien, très gentiment, très ceci, très cela. Mais aujourd'hui, au bout de 5 ans, donc bien qu'on ait fait des voyages très agréables, etc., et je vous dis qu'il y a toujours énormément de conversations entre nous, énormément de liens, même affectifs, parce que j'ai l'impression qu'il a énormément d'empathie par rapport à tout ce qui m'arrive, etc., de bien ou de mal, mais ça n'avance pas. Et je me dis, alors la question que je vous pose et que je me pose, pourquoi je suis encore dans ce genre de relation? Pourquoi? Ce n'est pas la première fois?
Comment la première fois que vous dites pourquoi vous êtes dans ce genre de relation? Ça vous est déjà arrivé d'être dans une relation où finalement vous êtes assez souvent seule? Non, parce que je suis restée mariée 40 ans. Oui. Avec quelqu'un qui... Bon, j'ose pas dire que c'était un pervers narcissique, parce que je trouve on peut être marié et être seul, hein, cela dit, dans une forme de vide affectif. Mariée, oui, mariée, mais avec une vie de famille quand même. D'accord. Vous voyez, une vie de famille, une vie sociale assez intense, d'enfants, une famille, etc. Donc au milieu de beaucoup de monde et d'activités personnelles intéressantes, etc. Mais dans votre couple? Et dans mon couple, mon ex-couple. Oui. Ah oui, c'était chacun un peu de son côté, et quelqu'un qui était absolument pas respectueux d'autrui. Et je pense que au départ, quand cet homme est venu vers moi, oui, j'ai été touchée par le respect. C'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux, qui a de très bonnes manières, qui est très très gentil, très avenant, etc. Et je pense que ça, je me suis accrochée. Ça m'a accrochée, disons. Il m'a accrochée peut-être aussi par cette attitude. Oui. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais voyons, je reste toujours dans cette relation où moi j'aurais voulu lui présenter ma famille. Il a vu mes enfants, il les a vus, et il s'y intéresse énormément. Et quand je lui ai dit un jour, mais qu'est-ce que je t'apporte? Est-ce que je t'apporte au fond quelque chose? Il me dit, oui, toi, mais et tes enfants? Et j'ai l'impression... Il n'a pas d'enfants, lui? Non, il n'en a pas eu, et ça a été son drame. Et j'ai l'impression que c'est moi assortie de mes enfants et petits-enfants qui l'intéresse plutôt. Mais je comprends pas. Mais lui, que vous apporte-t-il? Eh bien, peut-être, je sais pas, je cherche. Peut-être au fond une espèce de confort dans cette vie trépidante que j'ai au milieu d'enfants, petits-enfants, ma mère, dont il faut que je m'occupe de temps en temps. Et je me dis, voyons, mais si je ne l'avais plus, je pourrais peut-être faire autre chose, parce que je m'étais imposé un certain devoir de réserve, parce que j'ai cet homme dans ma vie. Mais je me dis, il se transforme de plus en plus en fantôme. Oui, il est très absent. Il est très absent. Or, il est présent à travers ses coups de fil, mais enfin, voilà. C'est pas une relation. Non. Enfin, on peut pas parler. Vous voyez, une relation, elle peut pas être simplement téléphonique. Absolument. Ça donne une illusion de relation. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui pense à vous, voilà, avec qui vous pouvez échanger. Oui. Donc ça évite un peu de se... Pas. Il est toujours malade. Enfin, il se réfugie dans la maladie, à mon avis, depuis un an surtout. Il a eu un petit accident, alors c'est entre le kiné, les médecins, l'un, l'autre, etc. Oui. Et je l'écoute inlassablement. Et puis surtout... Donc il appelle pour parler. Il appelle pour parler, mais me dire « et toi ?» Quand je lui dis comment vas-tu, ça va, etc. Et toi? Et j'ai l'impression qu'il attend le récit de mon quotidien, qu'il vit par procuration, un quotidien qui finalement, c'est quand je le raconte, quand je lui raconte mon quotidien tous les soirs, je me dis mais j'écris presque un journal. Enfin, c'est presque un journal oral, et je me dis mais j'ai fait des tas de trucs. Et lui, il n'a pas fait grand-chose. Et il écoute. Et puis après, il repart à ses, disons, à son travail de papier, de paperasse, etc. Enfin, je pense qu'il vit quand même... Oui, c'est quelqu'un de très solitaire, lui, ça lui... Oui, et dans un rituel domestique incroyable. Oui, il a beaucoup de rituels Oh, pas mal. Enfin, oui. Mais il a toujours vécu comme ça, lui? Mais je crois... Bon, il a eu déjà deux femmes. Il a un petit peu plus de 70 ans. Il a eu 2 femmes qui sont parties. Je pense qu'il a eu aussi d'autres relations qui, à mon avis, n'ont pas fait long feu. Et moi, je suis là, je me dis, mais pourquoi je peux pas dire que ça me dérange. Au contraire, il me dérange pas.
Mais je me dis, bon, est-ce que c'est pas aussi maintenant le moment de se dire, j'ai une ligne droite, parce que je vais avoir bientôt 70 ans, et je me dis, je suis encore assez en bonne santé pour pouvoir faire plein de choses, et je me dis, pourquoi je m'accroche ? Oui, c'est une vraie question. Exactement, c'est pour ça que je vous appelle. Je me demande. Je me dis, est-ce que c'est un accessoire pour moi qui me réconforte d'une certaine manière, parce que j'attends aucune aide de sa part, même s'il est plein de bonne volonté. Il va me donner des conseils. Oui, mais est-ce que vous attendez son coup de fil ? C'est lui qui appelle ou c'est vous ? Non, c'est moi généralement. C'est vous qui appelez ? Oui, c'est moi qui appelle. Oui, mais là aussi, c'est un rituel. Il y a quelque chose de rassurant. Absolument. Dans votre quotidien. Et il y a cet homme, qu'est-ce qu'il représente finalement, le fait, vous dites, à un moment vous évoquez la notion de journal intime, comme si au fond vous pourriez tenir un journal intime, si ce n'est que là vous êtes seul face à un journal intime, c'est vous qui écrivez, là vous avez quelqu'un qui écoute. Oui. Vous pourriez faire une thérapie, mais il faudrait payer. Oui. Parce que est-ce qu'il y a une demande, est-ce que il y a un besoin d'être écouté, d'être réconforté ? Pour moi, je pense que ce qui me réconfortait, peut-être me disant... Vous l'avez dit, en tout cas, vous avez prononcé ce mot. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais. Et vous pensez justement, vous dites vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'activités, qui a donc des enfants, des petits-enfants, vous ne vous sentez pas suffisamment aimé ? Vous avez besoin plus de cet homme assez fantomatique qui pense à vous pour vous rassurer. C'est paradoxal. Oui. C'est pour ça que je me pose la question. Oui. Parce que je vous dis, et puis j'ai beaucoup d'amis. Si ce n'était encore, si je vivais, oui, mais c'est comme si vous vous sentiez pas suffisamment aimé. Il en faut, voyez, il faut aussi. En tout cas, ça reflète qu'il y a un manque là. Que cet homme, à sa façon, comble sans combler, mais répond à quelque chose. Oui, je pense. Et c'est vrai que vous vous posez les bonnes questions, c'est-à-dire c'est pas tant pourquoi, c'est pourquoi vous restez dans une relation qui somme toute est assez frustrante, est assez frustrante puisque vous souhaiteriez davantage. Exactement. Et cette année, on n'est pas parti parce qu'il était malade, qu'on attendait des résultats, ceci, cela, dont nous allons de résultat en résultat. Et puis voilà, et j'ai l'impression, comme il a énormément de soucis de gestion de ses biens, etc., que pour lui, cet état souffreteux lui offre une sorte de sortie honorable de tous ses ennuis. Et qu'un jour, personne ne lui demandera plus rien, tant il sera fatigué et malade. Et moi, j'assiste à ça. Déjà, vous lui avez demandé et il ne répond pas à vos attentes. Non. Et en revanche, vous voyez, par exemple, moi, je serais prête, quand je fais un dîner, etc., à lui dire, tu vois, évidemment, tu peux venir, il n'y a aucun problème, c'est des gens qui te plairont, etc., etc. Alors, il connaît justement par téléphone interposé, il connaît toutes mes relations, etc. Bon. Et puis, lui, mais moi je peux pas, je suis fatiguée, je ne peux pas. Et lui, en revanche, moi je ne connais pas ses amis. Et je me demande s'il en a tant que ça. Oui, c'est peut-être quelqu'un d'assez isolé, d'assez solitaire. Absolument. Il a une famille, mais bon, il y a beaucoup de brouille là-dedans, mais il y a 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées par hasard chez lui, mais par hasard. Ça n'a pas été, ça n'a pas été calculé, si vous voulez. Et c'est des gens qui sont très sympathiques, très bien, j'allais dire normaux. Et lui, il est toujours en retrait. Ouais. Mais vous le disiez, peut-être que lui, ça lui offre aussi le confort comme ça d'une relation tendre, rassurante. Et vous aussi, vous avez prononcé ce terme confort. Il y a quelque chose d'un peu confortable, y compris peut-être par rapport à vos amis, à vos enfants, de dire que vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous en parlez, vous. Oui. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez un homme dans votre vie. Disons que ça soigne peut-être aussi un certain narcissisme. Se dire au fond, je ne suis pas seule. C'est-à-dire que ça vous rassure.
Ça, c'est vous offrez vous renvoyez une image, Oui. une certaine image sociale. Vous pouvez dire que vous avez quelqu'un dans votre vie, mais cette personne, au fond, vous est-elle indispensable? Est-ce que ça serait compliqué pour vous de dire que vous n'avez pas de relation affective, de relation amoureuse? Non. Parce que je suis restée depuis mon divorce il y a une dizaine d'années. Je suis avant que je ne le rencontre d'une manière plus rapprochée, plus intime. Je suis restée quand même presque 5 ans toute seule. Et j'avoue que ça a été un peu une surprise qu'il m'écrive pour m'inviter à déjeuner, etc. Mais je ne demandais pas. Vous voyez, je restais quand même. Et vous l'assumiez bien auprès de vos proches? Oui, parce que on me connaît très sociable, etc. Oui. Donc j'étais encore sur la lancée aussi d'un mariage où j'avais eu beaucoup de relations et que ces relations continuaient, etc. Et que cet homme, mon Dieu, était assez décoratif. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous convient pas au fond? Qu'il soit assez absent. Il est bon. Vous pouvez dire, vous avez quelqu'un qui pense à vous, à qui penser. Mais quand vous dites, quelque chose, il n'est pas envahissant. Bon aussi, qui représente socialement quelque chose. C'est important pour vous. C'est décoratif, disons. Oui, mais vous vous rendez compte? mais je trouve que c'est quand même fort. C'est quand même incroyable. Pourquoi j'hésite à lui dire. D'ailleurs, je le lui ai dit plusieurs fois. C'est pas seulement décoratif, comme vous dites. Sinon, non. Vous voyez, vous pourriez changer de décor à ce moment-là. Tout de même, oui. Et je reconnais que... Il y a quelque chose, je pense, qui vous rassure. Oui. Mais je pense que vous voyez, sinon vous ne seriez... ça fait quand même 5 ans, si j'ai bien compris. Oui. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose qui, au fond, vous, d'une certaine façon, vous devez y trouver votre compte. Mais et pourquoi alors donc vous dites parce que probablement j'ai besoin d'être. Peut-être que vous aussi vous avez peut-être qu'au fond vous ne voulez pas vous n'avez pas envie, ou vous avez peur à nouveau d'une intimité. Vous parlez, c'est quelque chose, quand vous dites narcissique, en ce sens, vous voulez dire par là, c'est-à-dire que vous parlez de vous, mais effectivement comme d'une façon comme un journal intime. C'est ce que dit Ninon. Finalement, le récit de vos journées vous permet de faire le point sur vous-même, une sorte de bilan qui vous est utile. Vous parlez un peu à vous-même. Peut-être, oui. Mais si ce n'est que c'est quand même un autre. Il y a quelque chose, c'est qu'il m'écoute énormément. Je peux lui raconter des tas de choses, des tas de faire référence à des tas de lectures, à des tas de c'est un ami finalement, c'est comme cet homme. Oui, et c'est ça qui me dérange. Je me dis c'est plus un ami qu'un amant. Ben oui. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Parce que j'aurais préféré les deux à la fois. Mais est-ce qu'il n'est pas meilleur ami qu'amoureux, on va dire? Mais je crois que oui. Je crois, et je me demande s'il n'a pas non plus si vraiment il a été, s'il a appris quelquefois à aimer une femme. Je pense que c'est une image qui se fait de moi, avec une image de mère, de femme peut-être, mais de mère, de grand-mère. Ça lui plaît beaucoup. C'est rassurant pour lui. Que vous soyez mère et grand-mère. Oui. C'est un côté protecteur. Ah oui, mais vous, cet homme, finalement, la relation que vous décrivez, c'est plus comme on pourrait parler à un ami, se confier, dire des choses assez intimes sur soi. Mais pourquoi? Ça me dérange. Parce que j'aurais aimé avoir vraiment une relation plus rapprochée. Vous pouvez avoir un plus physique, oui, mais rien ne vous empêche d'avoir une relation plus physique avec quelqu'un d'autre. Oui. Oui, j'y ai pensé à ça. Mais lui, il est, si vous voulez, il a. Comment ça se passe physiquement avec lui? Il se passe des choses physiquement avec lui? Il n'y a pas grand-chose
parce qu'il est malade, qu'il dit qu'il est vieux, que ceci, que cela. Bon. Mais il a toujours été, pas quand vous l'avez rencontré. Moi, j'ai l'impression qu'il était. Oui, ça l'intéresse pas trop, la sexualité. Non, j'ai pas l'impression. Et vous? Il fantasme. Moi, ça m'intéresserait, oui. Oui. Oui, quand même. Mais peut-être c'est là, vous pouvez l'avoir lui comme ami et quelqu'un d'autre, voilà. Oui. Moi, j'y ai pensé à ça. Et je me dis, mais lui, il me dit, j'ai l'impression comme s'il avait passé un contrat avec moi. On est là, on est tous les deux, c'est un couple, bon, d'accord, j'ai un couple. Oui, on peut pas appeler un couple. Hein. Non. Vous êtes plutôt dans une relation d'amitié amoureuse. C'est lui qui doit le rassurer dans le sens où, bon, s'il est très seul comme ça, il peut se dire qu'il a aussi quelqu'un qui pense à lui, une femme dans sa vie. Mais vous, votre situation, elle est quand même très différente. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous interrogez. Parce que moi, j'ai pas la même personnalité. Non. On est très différents. Non. Lui, il est très rangé. Alors, c'est quelqu'un qui vous écoute. Donc ça, c'est important. Ça vous manque, semble-t-il. Enfin, oui, je pense. Bon, oui, voilà. oui. Je pense. Il n'y a pas tant que ça des personnes à l'écoute. Hein. Non. Bon. Non, mais il écoute, mais si vous voulez, il faut quand même... Les moments de partage sont quand même très rares. Trop rares. Alors avec un ami, ça passe. Mais avec un amoureux, bon... Non. C'est trop espacé. Ça passe plus. Exactement. Alors, le risque, c'est que finalement, cet homme vous donne l'illusion, cette relation vous donne l'illusion d'avoir vraiment comme une relation amoureuse et de ne pas être attentive à ce que vous pourriez vivre avec peut-être des personnes autour de vous. Oui. Si vous le désirez. Oui. La question est là. Je reconnais que même vis-à-vis des gens, on sait que j'ai quelqu'un. Bon, une oui, c'est confortable. De fantôme. Et que par rapport à mon image, effectivement, j'ai quelqu'un. Mais ça que vous je n'aimerais pas. Je me dis, mais si je le laisse, etc. Oui. J'ai peur de me dire, de cette idée d'échec. Je me disais l'autre jour, mais j'aurai encore un échec. Vous voyez, il y a ça aussi. C'est très complexe. C'est pour ça que je me posais plein de questions, ce sujet. Et je pense que la réponse, elle est chez moi. Oui, elle est en vous, hein, là. Exactement. Oui, elle est, oui. Je vois pas en quoi parler d'échec. Hein. C'est une relation là qui vous fait du bien telle qu'elle est dans ces échanges et qui est sur un mode, c'est comme vous parleriez avec un ami. Je ne vois pas si vous à un moment vous rencontriez un homme avec qui vous pouviez conjuguer une relation sensuelle et aussi un homme qui puisse être un ami. Je pense qu'à ce moment-là, cet homme-là dont vous me parlez, il n'aurait plus la place qu'il occupe dans votre vie. Hein. Non. Il vient combler un manque. Hein. Oui. Bon. Oui, donc c'est important que vous en preniez conscience pour vous dire, justement, parce qu'il y a une question d'âge aussi, vous vous dites c'est peut-être le moment, un tournant à prendre. Absolument. Pour vraiment aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, c'est pas non plus forcément dans 10 ans ou 15 ans. Hein. Et j'ai l'impression aussi qu'il se ménage, qu'il se prépare un avenir où il va sentir qu'il sera beaucoup moins alerte, beaucoup moins... Oui, mais attention à ça, parce que ça risque d'être culpabilisant pour vous après. Vous dire si vous le... Exactement. Après de dire, si je dois le laisser, enfin, voyez, laisser quoi, quoi cette relation? Donc attention à ça. Hein. Oui, parce que je le comprends et je me dis, est-ce qu'il ne se prépare pas, justement, il ne prépare pas une infirmière pour ses vieux jours? Oui, dans ces cas-là, il pourra faire appel à une véritable infirmière. Absolument. Hein? Bon, écoutez, je crois que je vais chercher en moi alors. Oui, vous avez toutes les réponses, hein, vous avez. Je pense. Oui. Vous pensez que j'ai bien conscience du problème? D'accord. Il y a Dalton qui dit pourquoi ne pas lui dire que vous avez besoin d'amour physique, mais c'est pas forcément avec lui. Et en tout cas, lui n'est pas forcément dans cette demande-là. Bon. Mais je lui ai dit. En tout cas, quelqu'un dit l'amour et partage et présence, hein, quand même. Oui. C'est présence. Voilà. Donc là, Oui. c'est un peu autre chose. Oui. Voilà. Donc. Merci en tout cas de votre confiance et prenez le temps d'y réfléchir. Et il n'y a pas de raison de brusquer les choses. Hein. Prenez le temps. Non, réfléchissez tranquillement. Voilà.
voilà, je me dis, bon, mais si un jour je rencontre quelqu'un, effectivement... Oui, mais donnez-vous les moyens, peut-être, plus que vous ne le faites aujourd'hui. Et c'est-à-dire comment ? Ah, ben ça, c'est la question. Mais justement, en élargissant vos activités, vous avez une vie apparemment très remplie, très occupée, mais faites en sorte d'être ouverte à des possibilités de rencontres, avoir des activités qui vous permettent de rencontrer des gens nouveaux et de ne pas vous fermer la porte en disant « j'ai quelqu'un ». Voilà. Mais c'est déjà ce que vous faites, réfléchir sur le sens de cette relation, c'est déjà entrouvrir une porte. Exactement. On veut dire qu'il peut faire de la place à quelqu'un, véritablement. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance, Anne. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Europe 1. Florent Pagny, Alaoueya. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est toujours intimidant de passer à la radio malgré qu'on en fasse un peu. Hein. Oui. Ouais, bon. toujours. Ah mais c'est pas pareil d'être de l'autre côté du micro. Eh oui, c'est pas la première fois que je t'appelle et ça fait toujours le même effet. Bon alors moi je vous appelle parce que, comme j'ai expliqué à votre assistante tout à l'heure, je suis un petit peu paumé dans mes sentiments en ce moment, c'est-à-dire que je sais pas trop où j'en suis. Et je me dis souvent que je finirai mes jours seul. Alors il se trouve que j'ai été marié de 2007 à 2009, que j'ai divorcé. En 2011, j'ai rencontré quelqu'un qui a profité de mon handicap puisque je suis non-voyant, qui a profité que j'ai le dos tourné pour me voler un chèque et photocopier des papiers d'identité. Et puis depuis ça, j'ai pas retrouvé quelqu'un. Enfin, j'ai eu une petite aventure, mais ça a duré que 4 jours. C'est pas ce que j'espérais. Mais depuis ça, je me dis que je retrouverai jamais personne. Ou est-ce que je vais lui faire confiance ou des choses comme ça. Depuis cette histoire-là de chèque volé ? Oui, depuis cette histoire de chèque volé, depuis l'année dernière. Oui, ça fait presque un an tout pile. Voilà. Bon, je comprends que vous ayez été marqué par c'est effectivement toujours très perturbant de quelqu'un en qui on faisait confiance. Enfin, vous étiez en plus ça faisait combien de temps que vous étiez avec cette personne ? J'étais avec elle depuis avril. On n'est pas resté beaucoup de temps ensemble. Oui. Ça a cassé entre temps parce qu'elle était vraiment. Je vous avais appelé pour ça d'ailleurs. Oui, mais enfin quelqu'un qui, si vous voulez, avec qui vous avez une relation amoureuse et qui profite de vos sentiments pour vous escroquer, c'est toujours, ça inflige une blessure. C'est vrai que. Je vous avais appelé pour ça aussi. Elle était vraiment très très jalouse. Enfin, c'est pas de la jalousie, c'est de la possessivité parce que. D'accord. Ouais. Bon. Donc c'est pour ça que ça n'a pas continué avec elle. Et puis comme on a eu la rupture, ça lui a pas plu et elle a dévoilé certaines choses intimes que j'avais partagées avec elle. Bref, voilà. Mmh. Et donc depuis ça, à chaque fois, plus le temps passe et plus je me dis c'est pas possible, je finirai mes jours seul. De toute façon, enfin je suis pessimiste. C'est pas mon habitude d'être pessimiste. J'essaie toujours de positiver, quelle que soit la situation. Et là je me dis mais c'est pas possible, je finirai mes jours seul. De toute façon j'y suis habitué. Ça fait 1 an que c'est comme ça, alors ça changera pas. Oui, enfin, vous êtes très jeune. Il n'y a pas de raison que vous avez quoi, 30 ans. Il n'y a pas de raison que vous finissiez vos jours seuls. Et d'ailleurs, la preuve en est que vous rencontrez des jeunes femmes. Ouais. Et c'est pas une question liée. Vous voyez, même le fait que vous soyez non-voyant ne vous empêche pas de faire des rencontres, de plaire. Et alors après, évidemment, on peut être déçu, on peut rencontrer des personnes qui ne nous correspondent pas. C'est vrai que quand on aime, on prend toujours le risque de souffrir.
Parce que déjà, l'autre personne, à un moment, peut ne pas, comment dire, peut nous quitter, peut nous décevoir. Enfin, forcément, quand on investit la relation amoureuse, vous voyez, si on ne veut pas souffrir, on ne vit rien. C'est vrai, on se dit bon ben voilà, maintenant je vis comme un ermite et puis comme ça, j'accorde plus ma confiance à personne et c'est sûr que comme ça il se passera rien. Mais enfin, on reste un peu seul et malheureux. Ouais, donc, c'est sûr, parce que c'est vrai, des fois c'est pas évident et j'avoue que des fois j'ai des baisses de morale parce que se retrouver. Oui, mais ça arrive à tout le monde, ça, d'avoir des baisses de morale, Guillaume. Ouais. C'est simplement c'est cette mésaventure évidemment désagréable que vous avez vécue ne doit pas maintenant vous faire envisager l'avenir sous un jour pessimiste, parce que là vous êtes tombé sur une jeune femme qui avait visiblement des problèmes. Bon, déjà, sa jalousie vous posait des soucis dans la relation. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu cette histoire d'escroquerie, vous voyez, ça vous aurait empoisonné le quotidien, sa jalousie. De toute façon, on aurait pu penser que vous auriez mis un terme à la relation. C'est moi d'ailleurs qui ai mis un terme à ça. Voilà, donc vous avez mis un terme. Bon, donc vous savez à un moment arrêter quand une relation ne vous convient plus. C'est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas resté, vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester à souffrir dans une relation si vous n'êtes pas bien. Donc, vous pouvez évidemment rencontrer quelqu'un et puis que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Mais dans ces cas-là, vous avez les ressources suffisantes pour dire bon, mais j'arrête cette relation plutôt que de me faire du mal ou dans cette histoire. Et j'ai une amie aussi avec qui j'ai discuté sur Internet et avec qui j'ai trouvé beaucoup de points communs. Et je lui ai dit, alors tu vois, on a beaucoup de points communs, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts musicaux, on a les mêmes intentions, on aime l'affection tous les deux, les câlins, les bisous, machin. Et je lui ai dit, alors pourquoi on pourrait pas avoir une relation tous les deux vu qu'on est sur le même sur la même longueur d'onde. Et elle m'a dit oui, mais si tu me dis ça, c'est parce que t'es en manque d'affection et en manque d'amour et que tu sais pas où tu en es dans tes sentiments. Et elle a visé juste. Parce qu'au départ, je n'osais pas le dire que je savais pas où j'en étais, mais elle a vu juste. Oui. Bon, c'est quelqu'un de précieux à garder comme ami. Oui, toujours. Vous voyez, qui vous comprend, qui en même temps ne juge pas, mais qui vous comprend, qui a une sensibilité commune avec vous, qui vous perçoit bien. Mais c'est vrai que lui dire comme ça, on a la même vision, on a des points communs, comme toi, j'aime les bisous, les câlins, c'est pas là-dessus, vous voyez, qu'on peut fonder un avenir commun. Parce que finalement, on aime, qui n'aime pas être aimé? Vous voyez, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, de femmes qui veulent être aimées. C'est propre aux êtres humains, ça. Eh oui. Donc effectivement, les bisous, les câlins, d'abord il y a le côté enfant. Quand on est enfant, on adore les bisous et les câlins, et puis après on retrouve ça dans l'état amoureux. Exactement. Mais la relation d'amour avec un adulte, elle peut pas être faite que de partage de bisous et de câlins. Il faut qu'il y ait d'autres échanges, d'autres valeurs. Donc évidemment, elle a eu raison. C'est-à-dire que là, il y a un manque. Il y a un manque où vous voulez avant tout de la tendresse, être rassuré. Ce qui peut, c'est presque, il y a une image assez maternelle là-dedans. Vous voyez. Bon. Mais peut-être parce que vous êtes dans un moment de votre vie où vous doutez un peu, ou comme vous dites, vous avez, on peut avoir tous à des moments donnés des moments de découragement. Bien sûr, Mais alors déjà, c'est bien que vous ayez, c'est important avec cet ami avec qui vous pouvez vous confier, parler, parce que dans ces moments comme ça de doute, de découragement, l'amitié, c'est précieux. C'est-à-dire que moi, je peux me confier à elle. C'est un côté rassurant.
elle s'est beaucoup confiée à moi. Oui. Donc on est toujours l'un et l'autre à l'écoute. Et Voilà, bon. même si on se connaît pas pour l'instant parce que la distance fait qu'elle habite Oui, c'est vrai loin que de vous ne moi, la connaissez pas, oui. Non, je la connais, bon, on va dire, elle aime pas trop ce mot, mais virtuellement, c'est par Internet. Hein. Oui, oui. Mais on a prévu de se rencontrer un jour parce que elle m'a Bon. dit, moi j'aimerais bien rencontrer mes amis. Et on a prévu de se rencontrer un jour et ça se fera. Donc voilà. Alors c'est important parce que ce sur quoi elle a mis l'accent, vous dites elle a visé juste, c'est que votre attente, peut-être votre besoin d'être aimé fait que vous vous précipitez de façon peut-être un peu hâtive dans une relation. Voilà, c'est ça. Vous voyez, dès qu'une femme vous manifeste de l'attention et est un peu à une parole gentille, affectueuse avec vous, vous pouvez très vite tomber amoureux. Exactement. Parce que vous avez un très grand besoin d'être aimé. Voilà, c'est donc, ça. C'est que bon. je peux tomber amoureux et je m'attache très vite. Et la relation de 4 jours que j'ai vécue, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une relation où je pensais que ça continuerait. Et puis quand la personne m'a dit non, je peux pas continuer avec toi parce que j'ai besoin de ma liberté, machin, et je peux vous dire que quand elle m'a dit que c'était fini, je me sentais très bien avec elle, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. Oui, mais si au bout de 4 jours elle vous dit j'ai besoin de ma liberté, pourquoi? C'est parce qu'elle vous trouvait un peu envahissant? Non, je pense que c'est plutôt une personne qui ne veut pas de relation. Mais de toute façon, ça fait 4 jours, quoi. Vous voyez, au bout de 4 jours, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous voulez que ça aille trop vite. C'est-à-dire que vous prenez pas le temps de connaître vraiment qui vous avez en face de vous. Vous voulez tellement être aimé que finalement, c'est un peu à sens unique. Vous voulez être aimé, mais vous prenez pas le temps d'aimer. Or, c'est-à-dire, il y a l'état amoureux. Oui, parce qu'il faut prendre le temps de découvrir l'autre. Savoir à qui est la personne que vous avez en face de vous. C'est cette personne-là que vous allez aimer. Au départ, on est amoureux, on est séduit, on est sous le charme, et c'est très important. On la désire, et puis après, on découvre la personne avec pas seulement des qualités, mais aussi des défauts. Mais on apprécie un ensemble de choses. Et on aime de façon d'un amour plus authentique. Donc, mais dans un premier temps, il faut déjà être séduit, c'est vrai. Donc, on est dans cet état amoureux, mais qui est un peu aveuglant. Et donc là, vous précipitez, vous fusionnez, trop vite. Alors après, effectivement, plus on a tendance à idéaliser l'autre qu'on rencontre, plus la désillusion est au rendez-vous, hein. Oui. C'est vrai. Parce que quand on ouvre les yeux, on se rend compte que la personne n'est pas du tout celle qu'on imaginait en fait. Vous voyez ? Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est-à-dire que même déjà avant de la rencontrer, quand on se parlait sur Internet, il y avait quelque chose qui est passé et moi je me suis précipité. Oui, vous allez vite, vous voyez, sur Internet et déjà vous dites si tu aimes les câlins et les bisous, alors on peut être ensemble, mais c'est pas le pays des bisounours. Non, c'est pas ça. Non. Vous avez grandi un peu là. Oui, bien sûr. Oui, mais donc il faut essayer de remplir aussi de votre vie de choses qui vous sont agréables. De rencontres, de moments, et aussi dans les moments où on n'a pas d'amour dans sa vie, il y a des relations amicales ou à défaut des relations sociales, dont on se nourrit aussi, qui sont importantes, vous voyez, qui permettent de conquérir peut-être un peu une estime de soi un peu défaillante, vous voyez, d'être en lien avec d'autres, d'échanger, de partager et de pas forcément attendre la rencontre qui va faire que tout va être magique d'un coup. Parce que du coup, on met trop d'attentes, trop de pression. En général, c'est quand on s'y attend pas que ça arrive aussi. En tout cas, si on cherche avec trop de critères, il faut pas mettre trop de critères, mais il faut être, en même temps, c'est vrai que c'est pas en restant chez soi que ça arrive non plus. Non. Ça veut dire qu'il faut, être un peu actif, c'est-à-dire quand même sortir un peu, vous voyez, avoir une vie un peu sociale. Étant donné le handicap et j'habite dans une petite ville, donc je sors pas beaucoup. Donc, et puis les rencontres sur Internet, depuis cette fameuse histoire que j'avais eue avec le chèque, c'était quelqu'un que j'avais rencontré sur Internet, et
j'ai pas osé m'inscrire sur les sites de rencontres parce que je me dis après tout, je vais rencontrer quelqu'un de faux, enfin quelqu'un qui va me faire croire des choses au début et qui va être fausse après en face de moi. Donc après, bon, il faut pas tous non plus les mettre dans le même panier, je veux dire. Parce qu'il y a forcément des gens bien de l'autre côté. C'est pour ça. Donc il faut garder espoir et faire en sorte d'essayer à ce moment-là ou de faire partie d'associations ou d'étendre un peu votre réseau. Ouais. Voyez, relationnel. Puis j'adore, moi en plus, voilà, connaître des nouveaux sans forcément, comme vous dites, attendre la rencontre. La rencontre amoureuse, mais j'aime beaucoup moi connaître de nouvelles personnes, élargir le cercle social, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. C'est très très enrichissant. Voilà, donc bon, et puis vous dites vous faites de la radio et tout, donc vous parlez avec pas mal de gens. C'est quand même une activité qui vous met en relation avec d'autres. Exactement, voilà, c'est une fois par semaine, c'est une libre antenne, donc on parle avec pas mal d'auditeurs. Voilà, et c'est très enrichissant aussi, et c'est pour ça que j'en fais d'ailleurs, parce que j'aime le dialogue avec les gens, sinon je ferais pas je travaille pas, hein, je le fais juste par passion, parce que je suis passionné de ça depuis tout petit, et voilà. Bon, donc voilà, nourrissez-vous un peu de tous ces échanges. Voyez, ne foncez pas tête baissée comme ça, comme vous le faites, pour ne pas, c'est pas vous protéger, mais prendre le temps. Voilà, donnez-vous du temps. Et puis ça viendra. Voilà. Mais oui, ça viendra, bien sûr. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre appel, Guillaume. Et puis ça fait plaisir vraiment de vous parler. Bon, voilà. À bientôt alors. En tant qu'on est de la même famille, quelque part, la famille de la radio. Donc c'est voilà. Au revoir, Guillaume. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie tout d'abord de bien vouloir prendre mon appel. Alors je vous appelle à propos de mon neveu qui a 12 ans et qui depuis février dernier a des tics nerveux des yeux et de la bouche. Alors il faut expliquer que je vis à 500 km de chez lui, donc j'ai pas l'occasion de le voir tous les jours. Donc l'année dernière, il était donc en 6e, je l'ai vu à Noël et tout allait parfaitement. Et puis il est venu en février passer des vacances chez mes parents. Et là, on s'est aperçu tout de suite quand il est arrivé avec sa mère qu'il avait des tics des yeux, de la bouche. Bon, sa maman est partie en déplacement quelque temps. Et puis, quand elle est revenue, on lui a tout de suite dit que apparemment, il y avait un problème et qu'il fallait sûrement aller voir le docteur. Donc, elle s'est emportée en disant que non, c'est qu'il avait des problèmes de fatigue, qu'il mettait des gouttes et que ça suffisait. Donc, il est resté 1 mois et demi comme ça, sans aller voir le médecin. Donc, on était tous dans un état vraiment d'angoisse pour lui. Et puis son père est revenu de déplacement, il a fini par l'emmener chez un médecin, le généraliste, qui lui a conseillé d'aller voir un psy. Donc il a vu un psy, mais alors que tous les 15 jours, parce qu'ils habitent en province et que le psy est à 20 km, que c'est toujours très compliqué pour l'emmener. Et ses tics ont empiré. Et c'était affreux de le voir parce que moi j'y suis allée du coup un petit peu comme même pour voir comment ça se passait. Donc il souffrait physiquement parce que la nuque, il avait des tiraillements de la nuque, c'était affreux. Et puis moralement, les enfants se moquaient de lui à l'école. Enfin, il vivait un véritable enfer. Les parents étaient complètement démunis, ils comprenaient pas que ça durait. Ils disaient elle va voir un docteur, il prend du magnésium, ça devrait s'arranger. Enfin, moi je leur expliquais que c'était sûrement très long. Enfin, c'était vraiment, et puis il s'entend pas vraiment avec sa maman, donc c'était une ambiance difficile. Et puis il est parti en camp cet été. Il demande tous les ans à partir faire des camps avec des enfants. On en espérait beaucoup. Il est revenu, ça allait beaucoup mieux. Et puis donc à la rentrée des classes, on l'a changé de lycée parce que comme c'était vraiment affreux ce qui se passait l'année dernière, les tics, il en a encore un peu maintenant. Donc il en a beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. Mais il en a toujours quand même. Alors lui, il dit que ça va bien, il sourit, il dit que ça va bien, mais voilà. Et puis, moi je voudrais continuer à aller voir un psy, mais évidemment je ne suis pas à la place des parents et ils ont décidé qu'il n'en avait plus besoin. Et puis ce qui s'est passé, c'est que moi en février l'année dernière, quand ça a commencé, bien que je ne sois pas une folle d'internet, j'ai quand même été voir ce qu'il y avait écrit
Et j'ai lu sur un site sur la santé qu'a priori les tics pouvaient venir d'un choc. Alors nous, on voyait pas trop ce que c'était. Enfin, quand on est loin comme ça, c'est pas très facile. Et puis ma maman, qui a été cet été, a fini par en parler un peu avec lui. Et il lui a dit que oui, c'était passé quelque chose en février et qu'a priori, il avait dit un peu à sa maman et qu'il avait tout dit à la psy, mais qu'il voulait pas en parler. Donc on était encore de nouveau très angoissés en imaginant le pire. Donc d'après ma maman, elle aurait compris que c'était avec des enfants d'une autre classe. D'après sa mère, ce serait avec il aurait parlé d'un petit problème avec un prof, mais sans plus. Oui. Et du coup, on ne sait pas. Donc déjà, on était dans un état à pas savoir. Donc ma sœur a quand même fini par retourner chez le psy, mais entre-temps, comme elle a tardé, il était parti, je ne sais pas pour quelle raison. Donc on ne saura. Le psy est parti, c'est ça? Alors, il ne le consulte psychologue plus. qui voyait, il est parti. Apparemment, il a déménagé. D'accord. Donc ce qui fait qu'on n'a plus de moyens de savoir. Il n'a pas laissé d'adresse, il n'y a pas de... Non. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc il y a un remplaçant. Donc ma sœur qui doit avoir le dossier quand même. Le remplaçant a forcément le dossier des enfants. Ah oui. Et donc ils ont été voir ma sœur avec son fils. Et mon neveu dit que lui il a plus besoin d'y aller, que ça va bien, qu'il a rien à dire. Et la psychologue a dit devant lui et sa mère que qu'il fallait pas le forcer et que s'il n'avait pas envie d'y aller, il fallait pas y aller. Donc moi, j'avais deux questions un peu aujourd'hui. C'était déjà, d'après vous, est-ce que le psy aurait dû faire venir les parents et dire ce qui s'était passé? Parce que du coup, on est un peu... Donc ma sœur est absolument très en colère contre la psychologue qui l'a pas prévenue. Mais bon, je ne sais pas si c'était normal qu'elle lui ait pas dit, parce que on ne sait pas si c'est plusieurs événements ou si c'est vraiment quelque chose de grave. Et puis, je voulais savoir, d'après vous, est-ce qu'on ne peut pas convaincre quand même un enfant de 12 ans à continuer à avoir un psy? Parce que pour moi, je le trouve très démuni. Donc, il dit que tout va bien, mais en même temps, il continue à avoir ses tics. Et puis, on voit bien que dès qu'il a un peu une petite nervosité, dès qu'il est un peu fatigué, un peu énervé, ça reprend de l'ampleur. Et j'ai peur que ça reprenne une ampleur comme l'année dernière, quoi. Alors... Par rapport à la question de est-ce que la psychologue aurait dû en parler aux parents, vous me dites déjà, j'ai cru comprendre que votre neveu en a parlé à sa mère également de ce qui se serait passé. Mais après, oui, c'est ce qu'il a dit, sauf que quand on en parle à ma sœur, elle dit « Oh non, il n'a rien dit de spécial, il y avait un petit problème avec une prof, à un moment, il avait eu une mauvaise note parce qu'il s'était trompé de devoir, mais elle n'a pas eu l'impression... » Oui, mais ce qu'elle pense, elle, être un petit problème, n'en est peut-être pas un pour son fils. Vous voyez, c'est toujours le problème avec les enfants, c'est qu'ils peuvent avoir des réactions disproportionnées à parfois une punition, une sanction qui peut paraître somme toute assez banale aux adultes que nous sommes, mais qui pour un enfant, compte tenu de sa personnalité, de son histoire, peuvent prendre une ampleur très très importante et parfois avoir des conséquences d'ailleurs graves. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il en est. Après, si vous voulez, il est vrai que les thérapeutes d'enfants, comme tous les thérapeutes, sont tenus au secret. C'est-à-dire l'enfant est leur patient, c'est l'enfant qui est le patient du pédopsychiatre ou du psychologue pour enfants. Donc ce ne sont pas les parents. C'est compliqué parce que certes ce sont les parents qui paient la consultation si c'est en libéral mais qui amènent l'enfant, mais le patient c'est l'enfant. Donc l'enfant, pour pouvoir parler, s'exprimer en confiance, a besoin aussi de savoir que ce qu'il dit ne va pas être immédiatement répété à ses parents. C'est important, notamment s'il se plaint d'une ambiance familiale, de ses parents, de ses frères et sœurs, enfin, comme souvent on voit dans les thérapies d'enfants. Du fait que à certains moments il peut dire il ne supporte plus son père ou sa mère, enfin bon, ce qui n'a rien de dramatique, mais ce qui apparaît dans des thérapies d'enfants. Donc il peut d'autant plus parler en confiance qu'il sait que son thérapeute ne va pas aller faire un compte rendu détaillé de la séance.
Oui, oui. Bon, mais évidemment, si au cours des séances, il émerge un traumatisme majeur qu'a vécu l'enfant, une agression qu'il a subie, que ce soit une agression physique, une agression sexuelle par un tiers, que ce soit par d'autres enfants, par un adulte de la famille ou par un inconnu, là, oui, d'une certaine façon, on peut considérer qu'il y a une levée de ce secret et que les parents doivent être informés parce qu'il y a une nécessité de protéger l'enfant. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens de travailler avec l'enfant sur sa souffrance, de l'aider à l'élaborer, de mettre des mots, si par ailleurs il encourt toujours un danger à l'intérieur de sa famille ou à l'extérieur. C'est-à-dire que là, il doit y avoir un signalement de fait. Alors, quand l'enfant est victime au sein de sa famille, parce que ça peut être parfois au sein de sa famille, les parents eux-mêmes ou des proches, le thérapeute doit faire un signalement. Et quand il y a des agressions qui sont commises par des tiers autres que les parents, oui, les parents doivent être tenus informés, puisque ce sont les responsables de l'enfant. Oui, alors là, bon, faut espérer que... Tout dépend de la nature du traumatisme. Oui, c'est ça. Donc, faut espérer que si elle l'a pas fait, c'est que c'était peut-être pas... C'était peut-être, comme vous disiez au départ, une réaction disproportionnée. Ça peut être quelque chose, effectivement, qui peut paraître sans un événement tout assez mineur pour un adulte, mais qui, pour l'enfant, va être source d'une très grande angoisse. Or, une très grande angoisse peut effectivement être à l'origine de tics nerveux, puisque ces tics sont apparus brutalement, soudainement. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc bon. Oui. Du jour au lendemain, simplement, nous, on l'avait pas vu depuis 3 mois avec mes parents, donc on a été assez surpris de voir ça tout d'un coup comme ça. Mais alors, il y a la réticence de votre sœur, semble-t-il. Oui. Vous voyez, vous l'avez évoqué en disant que au départ, elle ne souhaitait même pas en parler au médecin, ce qui paraît assez curieux, parce que quand un enfant, du jour au lendemain, se met à être pris de tics comme ça, qui lui déforment le visage, enfin, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe, et puis en plus, on sait, comme vous le dites, très justement, qu'il risque d'être l'objet de moqueries, ce qui est encore une autre source de souffrance de la part de ses camarades. Hein. Donc c'est étonnant que la mère n'ait pas, enfin, presque en disant ça va passer, enfin, comme si elle voulait mettre ça sous le sceau de... Elle est anti-psy possible. Hein. Oui, mais même d'en parler au médecin. Bah oui, mais elle ne voulait pas. Elle disait que c'était des problèmes de yeux. Elle disait que c'était du coup... Oui, enfin, là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'est ce qui pose question. Vous voyez, on était avec mes parents, bon, je vis pas avec eux, mais je suis pas très loin, et quand on a vu ça, on était dans une angoisse depuis le mois de février, parce que pendant 1 mois et demi, il n'a pas été soigné du tout, quoi. Parce qu'un problème d'yeux, enfin, c'est un enfant qui tout d'un coup, alors soit on fait faire à ce moment-là une consultation avec un ophtalmo, mais enfin, il y a quand même, on est un peu dans un déni du problème. Tout d'un coup, un problème d'yeux qui arrive, qui déforme la bouche et autres, ça fait beaucoup quand même là. Oui. Donc la réaction de votre sœur est surprenante. Oui. C'est pour ça, nous, au début, on a même pensé que c'est parce qu'il avait des problèmes avec sa maman et que Oui, alors on va en parler après le journal de minuit parce que, justement, vous me disiez qu'il avait des difficultés avec sa mère et puis votre autre question, c'est est-ce qu'on peut amener un enfant, obliger un enfant, entre guillemets, à consulter. Donc restez en ligne avec nous, on se reparle après le journal, Delphine. Il est minuit sur Europe 1, c'est l'heure du journal présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. D'abord ce drame survenu ce soir à Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne. 2 enfants roms qui circulaient à vélo ont été percutés par une voiture. L'un d'eux est mort sur le coup, l'autre est hospitalisé à Paris. Le maire de la commune a indiqué que le conducteur du véhicule a été pris à partie et qu'il est parti se réfugier au commissariat.
7 ans après la mort de Zayed Ebouna à Clichy-sous-Bois, la Cour de cassation a annulé le non-lieu des 2 policiers impliqués dans le drame. Souvenez-vous, les 2 adolescents sont morts électrocutés dans un transformateur EDF alors qu'ils tentaient de fuir un contrôle d'identité. Leur mort avait déclenché des émeutes monstres dans les banlieues françaises. Les familles des victimes se battaient depuis 2005. L'avocat des jeunes victimes, maître Jean-Pierre Mignard, parle d'une décision historique. C'est une décision historique parce que c'était des faits historiques. 2 gosses sont morts électrocutés alors qu'ils étaient poursuivis par des fonctionnaires de police. Aucune infraction ne leur a été reprochée. Il a fallu attendre une semaine avant qu'une information judiciaire soit ouverte tellement on avait voulu cacher la vérité. 3 juges d'instruction ont fait un travail immense pour aboutir à ce que nous souhaitions, à savoir un procès. On a voulu étouffer ce procès. Le procureur général de la Cour d'appel de Paris avait requis un non-lieu. La Cour d'appel en avait décidé ainsi sur un arrêt dont je dois avouer qu'il était très faible sur le plan du droit. Nous voulions, nous, un procès. Ce procès nous était refusé. Aujourd'hui, et louange et hommage soient rendus à la Cour de cassation, il aura lieu. Ça s'appelle un pays de droit. Ça s'appelle une société démocratique. Et je suis heureux que la plus haute cour de justice de ce pays ait pu reconnaître le droit à des gamins des banlieues, à la jeunesse pauvre des banlieues, et on leur dit ce soir, vous aussi, vous avez droit au droit. Maître Jean-Pierre Mignard, invité d'Europe un soir. Un imam qui officiait à la mosquée Omar dans le 11e arrondissement de Paris a été expulsé. Âgé de 77 ans, Mohamed Hamami était installé en France depuis plusieurs décennies. On lui reproche d'avoir prôné le djihad violent, proféré des propos antisémites et justifié le recours au châtiment corporel pour les femmes adultères. L'imam a donc été renvoyé vers son pays d'origine, la Tunisie. Bricorama ne doit plus ouvrir le dimanche en Île-de-France sans dérogation. Décision de la Cour d'appel de Versailles. L'enseigne avait été attaquée par le syndicat Force ouvrière. En première instance, elle avait été condamnée à 30 000 € d'amende par infraction constatée. La direction estime que cette condamnation pourrait entraîner des licenciements et se pourvoit en cassation. Le soulagement ce soir pour des dizaines de milliers de familles en France. La trêve hivernale entre en vigueur. Les expulsions de locataires sont donc gelées jusqu'au 15 mars. Benyamin Netanyahou est en France. Première visite du Premier ministre israélien depuis l'élection de François Hollande. Le chef de l'État français a réclamé des actes concrets contre l'Iran et sur son programme nucléaire controversé et demandé la reprise sans condition du processus de paix au Proche-Orient. Il a également été question de l'antisémitisme lors d'une conférence de presse des 2 hommes et les positions des 2 dirigeants divergent. Le gouvernement français, les gouvernements successifs ont combattu très clairement l'antisémitisme. C'est une nouvelle sorte d'antisémitisme qui vient de nouveaux groupes, de cellules très violentes. Et la menace ne concerne pas que les Juifs de France, mais toute la population française. Et tout le monde en Europe. Alors en tant que Premier ministre israélien, j'ai toujours répété aux Juifs du monde entier de rejoindre l'État hébreu et de venir s'y installer. Et je ne pense pas que mon message soit contradictoire. Benjamin Netanyahou dit « Bienvenue aux Juifs de France s'ils veulent s'installer en Israël ». Je le comprends. Mais la place des Juifs de France, s'ils en décident, citoyens français, c'est d'être en France, de travailler en France, de vivre en France et qu'ils soient pleinement en sécurité. Et ça, c'est mon devoir. Un propos recueilli pour Europe 1 par William Galibert. 48 heures après le passage de la tempête Sandy sur la côte est des États-Unis, Barack Obama s'est rendu au chevet des sinistrés dans le New Jersey, l'un des États les plus meurtris. Ce soir, plusieurs millions de foyers restent privés d'électricité. On retrouve Xavier Yvon dans la ville de Brick, dans le New Jersey. Yvon, la vie reprend progressivement son cours. Oui, la vie reprend notamment là où je me trouve, autour de la seule supérette ouverte dans le secteur. Elle ne désemplit pas depuis ce matin. Mike, par exemple, sort les bras chargés d'immenses gobelets remplis de café chaud. Une bénédiction pour ce père de famille privé de courant depuis 2 jours. Le plus dur, dit-il, c'est d'occuper les enfants. Surtout aujourd'hui. On l'a presque oublié, mais on aurait dû fêter Halloween. Oh, they're good. Ouais, ils vont bien. Et ils sont là-bas à la maison. Bon, ils s'ennuient un peu, on n'a plus la télé. Et oui, c'est vrai, c'est Halloween ce soir normalement. Mais bon, je pense qu'on va se débrouiller pour le faire la semaine prochaine. J'ai pris des journaux aussi pour savoir ce qui se passe. J'ai plus le téléphone, plus de communication. Si je pouvais juste avoir du courant à nouveau, tout redeviendrait normal. Peut-être vendredi, espère Mike, juste à côté au carrefour, des hommes en gilet fluo grimpent sur des nacelles. Au sol, Dave Woods donne des ordres, il supervise la réparation des feux tricolores.
Le vent a fait tourner les bras qui tiennent les feux. Alors là, ils sont placés dans le mauvais sens. C'est pour ça que là, on est en train de tirer celui-là pour le remettre en face de cette rue. On a aussi, je pense, environ 80 feux à changer et même si on les répare tous, il manquera encore de l'électricité dans beaucoup de carrefours. Dave s'apprête à travailler 12 heures par jour jusqu'à ce que tout soit rétabli, pas avant la fin de la semaine prochaine selon lui. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 dans le New Jersey. New York a retrouvé un semblant de normalité. Les 2 aéroports ont rouvert, tout comme Wall Street. Les bus circulent quasi normalement, mais pas les métros. Les perturbations devraient se poursuivre ce jeudi. Les écoles resteront d'ailleurs fermées, ainsi que vendredi. Des dizaines de milliers de New-Yorkais sont toujours sans électricité. Le bilan humain de cet ouragan Sandy, je vous le rappelle, est de 64 morts. On en vient au sport à présent avec la suite des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football avec cette victoire ce soir du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Victoire 2-0, début signé Thiago Silva sur pénalty à la 29e minute, puis Jérémy Ménez à la 50e minute. Leonardo, le directeur sportif du PSG. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je crois que l'équipe a joué très très bien, très très bien. Contrôler même les moments que tu passes en avantage. Après, même un carton rouge pour l'adversaire, c'est toujours quelque chose de bien géré, très bonne qualité de jeu, le contrôle psychologique du match. C'était vraiment un match. Je crois qu'avec Dynamo Kiev et Lille, c'est les 3 grands matchs qu'on a fait cette année. Même sans Zlatan, vous pouvez gagner, c'est important. Non, bon, ça c'est normal. Je crois que Zlatan est un grand joueur et moi je n'aime pas quand on parle de Zlatan dépendance, tout ça. Ça veut dire quoi? C'est un joueur de club comme tous les autres joueurs qui sont à disposition et chacun a sa qualité, a sa responsabilité et chacun sait la prendre. Je crois que c'est exactement ça. Aujourd'hui l'équipe, c'est pas par rapport qu'on joue à jouer ou pas, mais c'était la manière qu'on a joué. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, au micro Europe 1 de Jean-Charles Banoun. Le PSG qualifié donc pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, tout comme Nice qui a battu Lyon, 3-1, Montpellier qui a éliminé Bordeaux, 1-0. À noter que le match Bastia-Auxerre a été annulé à cause des intempéries. On en vient à la météo avec de la grisaille et de la pluie sur la quasi-totalité du pays. Seule la façade méditerranéenne est épargnée avec du soleil prévu tout au long de la journée. De rares averses toutefois en Corse. Les températures, pas plus de 9 degrés prévus au meilleur de la journée à Guingamp. Il fera 11 à Moulins, 12 à Paris et Fécamp, 13 à Niort, 14 à Bordeaux et Lyon, 18 à Montpellier et 19 à Cannes. Europe 1, il est minuit 8. Passez une très belle nuit en compagnie de Caroline Dublanche. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, standard d'Europe 1. Et également, si une histoire vous touche, faire ce numéro pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Ou nous écrire un mail sur le site europe1.fr ainsi que vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors nous sommes en compagnie de Delphine. Delphine, vous êtes la tante d'un garçon de 12 ans qui s'est mis à avoir des tics subitement et donc il a vu le médecin puis une psychologue. Il y a une légère amélioration, mais ça continue. Et actuellement, donc, vous vous posiez 2 questions. C'était est-ce que la psy aurait dû vous dire ce qui s'était passé, puisqu'il dit qu'il s'est passé quelque chose en février. Donc là, je vous ai répondu. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut obliger un enfant à être soigné si on estime qu'il en a besoin. Alors, obliger, ça n'aurait pas de sens d'obliger un enfant, de le contraindre parce qu'il faut qu'il y ait une participation. La thérapie se passe d'autant mieux que l'enfant est volontaire et je dirais même qu'il a du plaisir à rencontrer le thérapeute. Bon, alors là, ce qui est embêtant, c'est que il avait vu cette psychologue et qui, bon, pour des raisons personnelles, ça peut arriver, n'est plus là, alors que ça se passait bien, semble-t-il, avec elle.
Il a eu un bon contact. Oui. Bon, alors ça c'est déjà quand même très positif dans la mesure où son premier contact, sa première expérience est positive avec une psychologue. Alors là où j'ai pas bien compris, est-ce qu'il a rencontré son remplaçant ? Oui, voilà, parce que comme on avait... Alors c'est vrai que je sais que ma sœur nous dit qu'on se mette beaucoup de ses affaires, mais comme nous on insistait, enfin surtout ma maman, pour qu'il revoie quelqu'un parce qu'il avait arrêté de voir la psy au mois de juin et depuis il se passait plus rien. Les parents avaient décidé que c'était fini, quoi. Donc comme on a insisté et puis qu'on a appris qu'a priori il avait dit quelque chose, donc ma sœur il y a été avec lui. Oui. Et là, ils ont donc rencontré son remplaçant qui convient apparemment mieux à ma sœur. C'est quelqu'un qui a l'air d'être plus âgé. Enfin bon, elle l'a trouvé, elle a eu un meilleur contact avec elle. Bon. Et donc, elle a discuté un peu avec mon neveu. Mais a priori, mon neveu a dit qu'il n'avait rien à dire, que tout allait bien. Et du coup, devant la maman et l'enfant, la psychologue a dit, bon, s'il veut pas y aller... C'est un homme, le remplaçant, ou une femme ? Non, c'est une dame. Les deux étaient un homme. Alors, cette psychologue conviendrait-elle mieux à votre sœur, mais pas tant que ça à votre neveu, peut-être ? C'est-à-dire que lui, c'est vrai que je l'ai vu il y a 15 jours, j'ai été le voir pour le week-end. Il me dit tout va bien et tout. Il me dit, mais alors je lui ai quand même dit, je lui dis, tu vois, tu as quand même encore un peu d'éthique. Il me dit, oui, mais tu vois, ça me gêne moins. Évidemment, c'est important que ça le gêne moins. Voilà, c'est vrai que c'était tellement affreux que heureusement. Parce que si vous voulez, dans ce symptôme, il y a au moins, c'est vraiment, on ne peut pas ne pas le voir. Voilà. Donc il y a des symptômes qui passent plus inaperçus. Là, on ne voit que ça presque. Vous voyez, il y a quelque chose de la souffrance, elle s'exprime là. Hein. Oui. Ce qu'il n'arrive pas à dire avec des mots, c'est son corps, son visage prend le relais là. Il y a quelque chose d'une angoisse qui se manifeste de cette façon-là. Bon, donc il peut en souffrir, vous dites déjà physiquement, et puis parce que les autres, et surtout à cet âge-là, ils se font pas de cadeaux entre eux, peuvent se moquer de lui. Donc ça. Le fait que quand on souffre, c'est souvent ce qui amène à consulter. Oui. Donc si déjà il dit qu'il en souffre moins, bon. Alors après derrière, c'est vrai qu'il faut voir. Est-ce que ce qui est embêtant, il faut savoir qu'est-ce qui, c'est ça. Il y a eu un changement de psy, mais en général, il y a quand même un suivi, un relais au niveau des dossiers, quand même. Je pense. Et il a dû, si vous voulez, peut-être laisser une porte ouverte en disant que si jamais ça n'allait pas bien, s'il en éprouvait le besoin, il pouvait revenir la voir. Oui. Parce qu'il y a la réticence des parents, de votre sœur notamment. Oui, mais sauf que là, a priori, elle a quand même fait le pas. Elle a fait la démarche de l'amener quand même, hein. Donc elle a eu un bon contact, ce qui est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'elle serait prête, si jamais à nouveau ça s'aggravait, à amener l'enfant. Voilà. Ah oui, parce que là, je pense qu'elle a été aussi choquée de savoir qu'il avait raconté des choses et qu'on ne savait pas ce que c'était. Oui. Et elle a été angoissée aussi. Quoi. Voilà, mais vous voyez, la psychologue n'a pas préconisé un éloignement de la famille, ou parfois on peut dire ça serait peut-être bien qu'il y ait un internat, ou enfin. Donc c'est que dans ce qui a pu être dit, ça peut concerner effectivement ce qui s'est passé à l'école. Vous avez d'ailleurs dit que vous l'avez changé, ils l'ont changé de lycée parce que ce qui se passait était terrible. Oui. Alors est-ce que son amélioration n'est pas liée aussi au fait, outre le fait qu'il a vu la psychologue, qu'il y a eu ce changement de lycée ? Ah oui, et puis il a fait des camps cet été, et quand il est revenu, il était ravi d'avoir été avec d'autres enfants, ça s'était très bien passé, et il allait beaucoup mieux. Simplement, moi ce que je vois, c'est qu'en février l'année dernière, quand ça a commencé, c'était pas tout à fait ce qu'il a actuellement, mais enfin c'était un tout petit peu niveau au-dessus. Et comme rien n'a été fait, et qu'on a mis du temps à déclencher, les visites avec le psychologue, quand c'est arrivé au mois de juin, quand j'y suis arrivée, mais c'était dans un état, c'était effrayant de le voir, c'était nerveux, son cou s'arrêtait pas de bouger, il avait des problèmes de nuque, il avait été voir l'ostéopathe, enfin... Il y a eu un bilan médical de fait, un bilan neurologique, il y a eu... Oui, ils ont fait faire ça par le généraliste qui a dit qu'il n'y avait rien. Tout était normal, d'accord. Voilà. Donc on élimine évidemment toute cause somatique, et après on voit donc que c'est une manifestation psychosomatique, d'anxiété là. Et
là, simplement, moi, je me dis, bon, puis c'est vrai que quand je lui ai dit quand même, mais pourquoi tu veux pas y aller? Il m'a pas dit tout de suite, oh, mais c'est parce que j'ai plus rien à dire. Il a commencé par me dire, oh oui, mais ça me fait prendre tout le mercredi après-midi, j'ai pas envie de le perdre. Voilà, parce que c'est quand même un petit garçon. C'est un peu loin. Même quand il était petit, qu'on l'emmenait à la plage, il fallait l'obliger, mais vraiment, à aller à la plage. Il pleurait, il voulait pas y aller, il voulait tout le temps rester chez lui. Il aime pas bouger, quoi. Et on l'emmenait à la plage parce qu'il habite à côté de la plage, hein. Et là, il voulait plus rentrer le soir, quoi. Donc on savait qu'après... Oui, c'est ça. Il faut un petit peu le pousser. Il faut un peu le... D'accord. Et là, quand il m'a dit ça, il m'a dit... Donc alors, pour la plage, s'il faut le pousser, effectivement, pour aller voir, pour consulter, d'autant plus, oui. Et puis comme c'est à 20 km de chez eux, la dernière fois, sa maman en avait profité pour faire des courses, c'est tout à fait normal. Oui. Même lui acheter des vêtements pour lui. Mais voilà, il aime pas bouger. Donc je crois que c'est ça aussi. C'est pour ça que je me suis dit, après, est-ce qu'il faut quand même pas essayer... Au lycée, il n'est pas l'objet de moquerie? Pour l'instant, non. Bon. Mais moi, c'est ça que j'ai un peu peur, parce qu'au début, c'est pareil. En février, je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais au mois de juin, c'était affreux. Donc là, en plus, on l'a changé de lycée. On pourra pas changer de lycée tout le temps. Et bon, je me dis, pour l'instant, il a l'air de dire que ça va. Peut-être qu'il éprouve un soulagement, certainement, même en avoir parlé parce que là, à sa mère, à sa psychologue, le fait d'avoir changé de lycée. Il a pu être malmené, être un peu le souffre-douleur, aussi, peut-être, vous voyez, d'autres enfants, d'autres... Bon, les parents ne sont pas forcément en cause. Ça peut être vraiment dans l'environnement aussi scolaire qu'il a pu se passer quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit. Je pense que s'il y avait eu quelque chose, quand il se passe quelque chose avec les parents, parce que je vous donnais l'exemple de l'enfant qui va se plaindre de ses parents, mais en disant, là ils m'embêtent, ou ils sont trop exigeants avec moi avec les devoirs, ou bon, mais que ça reste des plaintes finalement, qui font partie du quotidien d'un enfant, mais on va, si vous voulez, travailler avec l'enfant seul. Si il y a vraiment un trouble dans la relation parent-enfant, il est évident qu'à ce moment-là, on va rencontrer les parents. Parce que ça n'a pas de sens de travailler qu'avec l'enfant. C'est la meilleure façon d'aider un enfant, c'est aussi d'aider ses parents. Quitte à les amener eux, à leur conseiller de faire une démarche, parce que souvent les parents, c'est eux qui auraient parfois besoin d'une démarche, mais il est plus facile d'amener l'enfant. Voyez, donc la psychologue ne l'a pas fait. Donc c'est qu'elle a travaillé avec lui sur son symptôme qui pouvait être lié à un cadre tout à fait pas un cadre familial. Mais voilà, ce qui m'embêtait, c'est de voir qu'il il a plus rien depuis le mois de juin, et puis. Mais s'il va mieux, c'est l'important. C'est parce qu'il y a toujours ces tics qui sont moindres, mais qui sont moindres, quand même. Donc ça disparaît pas forcément. Ça peut disparaître comme c'est venu, hein. Oui. Bon. Non, c'est un peu... Peut-être moins, voilà. Et puis, dire à ce moment-là, si... Je pense que dans la mesure où votre sœur et donc son mari, puisque ils ont été d'accord là pour faire cette démarche, que elle a eu un meilleur contact avec cette psychologue, je pense qu'elle n'hésiterait pas, s'il y avait à nouveau une aggravation, puisque c'est un symptôme qui se voit, de faire une démarche. Vous voyez, je crois qu'il faut être confiante là-dessus. Mais donc on pourrait quand même... Surtout qu'il a quand même 12 ans. Et il est à un âge où de lui-même, il arrive aussi, il faut miser sur le fait que les enfants, parfois quand ils éprouvent des difficultés, quand ils sentent, surtout qu'il a déjà fait une démarche et qui lui a été bénéfique, il pourrait aussi lui-même dire « j'ai besoin d'aller revoir la psychologue ». Il y a des enfants vraiment qui le font, qui viennent, ce n'est pas les parents à cet âge-là, d'autant plus, et même plus jeunes, pas les petits évidemment, mais des enfants même plus jeunes, de 8-10 ans, c'est plus rare, mais alors encore plus à 12 ans, et peuvent dire, là je me sens pas bien, j'ai besoin je voudrais aller reparler à la psychologue. D'accord. Très bien. Donc je crois qu'il sait qu'il a un espace, un lieu où il peut aller déposer quelque chose qui pèse un peu lourd. Oui. On peut penser que s'il y avait eu quelque chose quand même de majeur,
d'une agression majeure, il y a une levée du secret. Hein. Oui. Oui, puis je me disais peut-être que lui, il serait pas comme ça. Enfin là, parce que là, quand on le voit, il n'irait pas mieux. Oui. Oui, voilà, il est souriant, il rigole. Enfin, s'il n'y avait pas ces tics, on pourrait ne pas savoir du tout qu'il y a eu quelque chose, quoi. Bon, donc. Bon, bah, écoutez, donc, si vous voulez, il faut aussi maintenant respecter ça. Si vous voulez, il y a quelqu'un aussi. Il faut respecter le fait que là, il ne veuille pas en parler. Voyez, et ne pas vous centrer quand vous le voyez sur ces tics. Oui. Hein, parce que sinon, ça peut aussi les accentuer de se focaliser sur ces tics. Hein. Donc non, voilà. Mais on avait jusqu'à l'heure pas trop parlé, mais là, je me suis dit. Bon. Il y a eu des choses de mise en place, je crois qu'il faut en tenir compte et savoir qu'il pourra y avoir à nouveau des consultations, soit à sa demande, soit à la demande des parents. Et puis il y a les professeurs quand même qui sont là autour, qui peuvent aussi voyez, être autant de signaux d'alarme. Hein. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de tous ces conseils. Hein, ça rassure... d'avoir un peu des Je vous en prie. bons conseils, parce que c'est vrai que là on est un peu perdu quand on a des Non, faites confiance là quand même aux parents et puis à votre neveu aussi. Hein. Oui. Il est à même. Oui. Voilà, Delphine. Merci bien mon appel. Alors, je vous en prie. Bonne soirée. Merci pour toutes ces émissions qui sont vraiment très très intéressantes et qui font du bien. Merci, on est là pour ça. Hein. Au revoir, Delphine. Bonsoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. M. Mojo. Europe 1. Alors, un petit message de quelqu'un qui me dit « J'ai été le souffre-douleur du CP à la 3e, mais pas au lycée. J'ai 47 ans, je m'en souviens très bien. Quelles peuvent être les conséquences à l'âge adulte ?» C'est très difficile de vous répondre sous cette de façon comme ça succincte. Déjà, vous dites que ça s'est arrêté au lycée, donc à ce moment-là... vous avez pu trouver en vous les forces, il y a des choses qui se sont modifiées dans votre environnement ou vous-même. Vous avez aussi modifié votre comportement et ça s'est arrêté. Ça c'est important quand même pour l'avenir. Sinon, bon nombre de souffre-douleurs en gardent des souvenirs très précis, très pénibles. Il peut s'en suivre une perte totale de l'estime de soi, de la dépression, de la culpabilité, souvent associée d'ailleurs à la dépression. Certains continuent à être dans cette position de souffre-douleur dans leur vie professionnelle. Donc il est important de comprendre ce qui est en jeu, parce que parfois ça peut être le fruit du hasard. Hein. On peut se trouver face à quelqu'un qui se comporte comme un bourreau, et puis après on peut découvrir parfois qu'on a été se jeter dans la gueule du loup, quoi, de avoir été presque la victime consentante d'un agresseur. Enfant, c'est pas de cela dont il s'agit, parce qu'un enfant, souvent c'est qu'il n'a pas appris les codes relationnels des enfants de son âge. Bon, ça serait plus simple que vous m'appeliez au 39 21 pour qu'on en parle, parce que là, il y aurait beaucoup de pistes à explorer. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir quand même, et ce qui est important, c'est que les bourreaux, comme les victimes d'ailleurs, rejouent des situations qu'ils ont déjà vécues. Hein. Donc, quand il y a de la violence dans la famille, si la société n'intervient pas pour protéger ceux qui sont victimes de cette violence, l'enfant peut s'imaginer que l'agresseur est dans la toute-puissance, et ça peut le fasciner, cette toute-puissance. Donc il peut prendre comme figure d'identification quelqu'un qui se comporte comme un bourreau. Et puis on sait bien qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sadisent leur entourage et qui
malheureusement répètent ce qu'ils ont eux-mêmes subi, qui beaucoup de parents maltraitants ont été eux-mêmes des enfants victimes. Donc c'est une question complexe. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline et merci. Je vous en prie. Voilà mon appel, j'ai perdu mon époux il y a quelques mois, 4 mois exactement, et suite à une longue maladie. Et il se trouve que depuis le départ de mon époux, ma belle famille ne veut plus m'adresser la parole et me fait des menaces pour la bonne raison que je n'ai pas accepté d'enterrer mon mari avec sa mère. Purement et simplement pour ça. Mais quelle était la demande, le désir de votre mari? À vrai dire, on n'en avait jamais vraiment parlé. Vous l'aviez pas évoqué Et il se trouve que il est parti. Il était malade déjà depuis un certain temps, mais depuis sous 4 jours, il est parti. Et avec les enfants, on n'a pas eu le temps. Lorsqu'on est revenu suite au décès, en rentrant à la maison, on a tout de suite la famille de mon mari qui est arrivée en disant où est-ce que tu vas faire l'enterrement et où est-ce que tu vas l'enterrer. Et on était pris. Il y avait à peine 1 heure qu'il était décédé. Oui, on n'était pas du tout prêt à ça. Oui. Moi-même, on n'avait encore pas prévu non plus de caveau ni rien. Oui, vous n'aviez pas de caveau familial parce que parfois, non, c'est ça. Non, on n'avait rien prévu et. Non, parce que je vous pose la question parce que parfois, même lorsque la personne est en bonne santé. Enfin, il y a un caveau familial. Il y a, on peut dire voilà, je souhaite être enterré. Reposer dans tel endroit ou tel lieu ou auprès de mon mari, de mon épouse ou au contraire auprès des parents. Voilà, ça peut être quelque chose de formulé et donc il est important de le respecter, évidemment. Voilà, il avait été prévu une incinération, ça oui, on en avait déjà parlé aussi bien l'un que pour l'autre. Oui. Et le lieu, on n'avait pas parlé de quoi que ce soit. Et avec les enfants. Vous avez été, c'est-à-dire que malheureusement tout s'est aggravé, son état s'est aggravé très très rapidement. Oui. Et il se trouve que non, on n'acceptait pas, les enfants et moi-même, on n'acceptait pas de le mettre avec ma belle-mère, on va dire. Vous vouliez un caveau familial, c'est-à-dire où vous envisagez plus tard d'être... On avait dit que dans un premier temps, financièrement, on ne pouvait pas envisager d'acheter un caveau tout de suite. Donc, les enfants avaient plutôt souhaité qu'on le mette avec mon papa, qui lui-même est décédé depuis 10 ans, et qui convenait mieux, aussi bien pour les enfants, pour eux se rendre au cimetière, que là où on me demandait de le mettre avec sa mère. Parce que c'est pas la même ville, c'est éloigné géographiquement. Voilà, oui. D'accord. Et de ce jour-là, quand vos arguments s'entendent tout à fait. Oui, c'est leur père et c'est votre mari. Sur le faire-part, ils ont commencé à nous faire des menaces en disant que ça allait pas se passer. C'est incroyable. Ah oui, en disant que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais elle doit être âgée, sa mère, à votre mari. Sa maman est décédée, ma belle-mère est décédée. Ah oui, parce qu'il voulait, mais qui alors exige, qui vous fait des menaces? Ses frères et sœurs. Frères et sœurs et le beau-père, puisque le beau-père est encore... Donc son père. Son père aussi, oui. Donc voilà, j'avais pas compris. C'est son père qui est vivant et son père est âgé et aurait souhaité que son fils soit enterré. Mais le problème, c'est que... Comme me disaient les pompes funèbres, me disaient mais vous avez bien fait parce que vu la situation, parce que de ce fait, ils ont bien voulu aller à l'enterrement, mais ils sont allés à la messe d'un côté et ne pas se mélanger avec nous, n'ont pas voulu aller au crématorium. Mais c'est incroyable quand même parce que c'est comme s'ils niaient la famille qu'il avait construite avec vous. Voilà, oui. Il se trouve que il y a évidemment notre famille d'origine. Nos parents, nos frères et sœurs, quand on en a, mais après, on construit une famille. Nous, c'était du mariage. Voilà.
Mais de 20 ans déjà, ça faisait plus de 20 ans qu'on était remariés et je n'avais pas voulu prendre de décision sans en parler avec mes beaux-enfants, ma belle-fille et mon beau-fils. En disant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez le mettre avec votre grand-mère ou... Et quand les enfants ont su ça, ils m'ont dit, oh non, on le met pas là-bas, d'autant que la tombe est plus que tristounette. Non, papa mérite mieux que ça. Que dans un premier temps, moi, je n'ai qu'une solution, c'est de le mettre auprès de mon papa. Donc, eux, tout de suite, m'ont dit, oui. Ah oui, donc il y a cette idée qu'effectivement, il est enterré auprès de votre père au lieu d'être auprès de sa mère. C'est ça. C'est ça. C'est pas, voilà. Si j'avais accepté aussi de faire comme la belle famille le demandait, il se trouve que même si c'était que du momentané, puisque dans l'avenir, évidemment, il y a un caveau qui va être... C'est incroyable de se déchirer autour de quelqu'un qui est décédé. Quelle relation aviez-vous avec votre belle famille? J'avais mon beau-père un dimanche sur 2 mangeait ici à la maison. D'accord. Ils ont été présents pendant la maladie de votre mari? On les voyait très peu parce que mon mari se dégradait et ça ne leur plaisait pas de le voir comme ça, donc ils préféraient ne pas venir. Donc bon, c'est tout. Mais si vous voulez, le problème en plus qui nous avait effleuré, c'est que si le jour où on avait, comme c'est un caveau familial pour eux, la belle famille, si j'avais voulu après ressortir les cendres de mon mari pour les remettre dans un caveau qu'on aurait acheté, ils étaient en droit de refuser. Et si aujourd'hui pour demain il m'arrivait quelque chose, je ne pouvais pas être enterrée avec mon époux. Oui, et vous souhaitiez, bien sûr, vous souhaitez être, ce serait votre désir de reposer auprès de lui. Voilà, donc Oui, mais il faut qu'il tienne compte. Bon, je crois que tout le monde est en état un peu de choc, de chagrin, de douleur, et dans ces cas-là, il y a des réactions excessives, et chacun raisonne parfois de façon un peu très personnelle dans ces cas-là. Mais si vous aviez de bonnes relations auparavant, c'est dommage de rester, de se fâcher comme ça, parce que c'est, ça serait important. C'était votre question un peu de dire, est-ce que vous devez faire un pas vers eux ou est-ce que Moi, justement, comme on sait, on arrive à la Toussaint. Je suis allée cet après-midi sur la tombe de ma belle-mère y déposer une fleur. Et je m'aperçois que depuis 4 mois maintenant, personne de la belle famille n'est même allé sur la tombe se recueillir sur la tombe de mon mari. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je laisse les choses comme ça pour éviter d'envenimer, parce que je sais vraiment pas comment ils sont susceptibles de réagir. Vous en souffrez de ne plus les voir? Oui, parce que évidemment je me sens seule ici et que les enfants de mon mari viennent régulièrement, me téléphonent et eux me disent, écoute, il faut que tu laisses tomber parce que ils ne valent pas grand-chose pour réagir comme ça. Eux, ils veulent pas. Mais je leur dis, c'est quand même malheureux, quoi. Oui, eux, c'est pourtant leur grand-père et leur oncle et tante. Oui, mais eux ne veulent pas faire de démarches. Non, ils sont trop déçus. Ils n'ont jamais eu trop de contact. Non. Vous en aviez plus qu'eux? Ah oui, tout à fait, oui. Et donc les enfants de mon mari me disent, non, écoute, il faut que tu laisses, qu'il faut plus que tu t'en retournes, c'est tout. Vu ce qu'ils ont fait, mon époux était revenu ici en attendant les funérailles et avoir eu les coups de téléphone qu'on a eus, c'était pas possible, quoi. C'était plus que souffrant. Et oui, c'est plus vous qui seriez demandé. Ça vous peine vous aimiez ces échanges? Oui. On peut être comme ça. Dans des situations où il y a un manque de dialogue, de compréhension. Oui. Vous pouvez peut-être leur écrire, leur envoyer un petit mot pour dire ce que vous ressentez, que ça vous peine déjà et que vous n'avez pas voulu leur faire de la peine, mais que c'était d'autant qu'en plus là c'est pareil. En expliquant ce que vous me dites, c'est-à-dire que malheureusement ce décès, ce qui est survenu très brutalement, il vous a fallu
prendre une décision très rapide et que vous étiez vous en état de choc. Il ne s'agit pas de vous défausser sur vos enfants, mais que vos enfants souhaitaient pouvoir venir rendre visite à leur père, se recueillir sur la tombe de leur père, et que pour vous, effectivement, c'était plus simple, entre guillemets, qu'il soit là auprès dans ce caveau familial. Oui. Oui. En donnant, vous voyez que c'était pas que vous ne leur avez pas, c'est pas un, comment dire, vous ne vous en êtes pas pris à eux, parce qu'on a l'impression qu'ils le prennent comme si vous leur avez fait un affront personnel, comme si l'impression que qu'ils se sentent dépossédés. Oui, voilà, je les ai dépossédés de leurs frères et fils. Oui, mais il y a quelque chose d'irrationnel, parce que de toute façon, malheureusement, il n'est plus là. Enfin, vous voyez, il y a des réactions, il y a quelque chose de très disproportionné, d'excessif là. Et dire que ça vous peine que déjà vous êtes vous n'avez plus votre mari auprès de vous, et d'être privé de leur présence parce qu'ils comptent beaucoup pour vous. Vous pouvez leur dire ça, puisque c'est le cas. Oui. Vous voyez, sans rentrer même trop dans les détails, dire que tout s'est fait très rapidement, que ils peuvent comprendre que, ils ont eu à vivre ça, puisque leur mère est décédée aussi, que quand il y a le décès de quelqu'un, malheureusement, il y a toutes ces formalités qui sont très pénibles à régler, parce qu'on a la tête à tout sauf à ça, et que malheureusement il faut bien le faire. Et donc vous pouvez le dire comme ça, et que vos enfants à ce moment-là, on disait que c'était important de pouvoir, comme je vous le disais, se recueillir, et que vous avez voulu faire, que c'était important pour vos enfants. Maintenant, vous ne mesuriez pas, vous ne vouliez certainement pas les blesser, d'autant plus que qu'ils comptent beaucoup pour vous, que vous tenez à eux. C'est d'autant plus désolant qu'ils habitent à 5 km de moi, quoi. Voilà, donc en plus, il n'y a même pas l'excuse de dire qu'ils ne peuvent pas venir, eux, se recueillir. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait une distance. Bon. Donc, c'est que c'était pour des questions de finalement, alors peut-être pas dire de commodité et de pratique, mais vous avez été pris dans un tourbillon, ils peuvent le comprendre quand même, c'est votre mari. Alors eux, certes, c'est leur frère, et c'est leur frère, mais vous voyez, je crois qu'essayez de dire plus que ça, tout ça vous peine beaucoup. Sans les accabler, mais de dire que vous êtes désolé de tout ça, et que finalement c'est un chagrin supplémentaire, quand vous n'avez pas besoin de ça en ce moment, et que c'est dommage. Enfin, c'est vraiment très très dommage de se disputer autour d'un événement malheureux, d'un événement triste comme celui-là. Au contraire, il faut essayer de se rassembler, mais bon. Vous pouvez toujours faire un petit mot, au moins vous aurez fait un pas vers eux. Oui. Oui, je vais essayer de faire ça. Oui. Puisque ça vous fait de la peine. Vous voyez, vos enfants, il faut respecter, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Mais puisque ça vous fait de la peine, vous pouvez leur mettre un petit mot. Vous voyez, comme là, ils sont susceptibles de venir déposer une fleur devant chez moi, en disant, voilà les fleurs, et tu n'as qu'à aller les déposer sur la tombe de ton mari. Donc de notre frère, mais je trouve que... non, mais à ce moment-là, vous leur dites de rentrer. Comment ? Vous leur diriez de rentrer. Ah oui, mais il se peut que je ne sois pas là, je veux dire, mais même j'en parlais... Mais à ce moment-là, vous pourriez dire, allons-y ensemble, ou on va pas... que ça vous fait mal d'être fâché comme ça. Parce qu'il compte pour vous. Je crois qu'il faut mettre surtout l'accent là-dessus, plus que sur pourquoi ce caveau-là plutôt que l'autre, voyez. Dire que finalement, parler du lien que vous avez avec eux, qui est important pour vous. Oui. Je crois que c'est là-dessus, vous voyez, c'est ce qui peut les toucher. Dire et que votre mari aussi les aimait beaucoup, vous les aimiez, et que pour lui par rapport à sa mémoire aussi, à son souvenir, certainement ce sera certainement malheureux que vous soyez fâchés comme ça.
Vous pouvez dire une petite phrase comme ça. Oui. Hein? Oui. En souvenir de lui, par respect de lui aussi. Oui. Oui, ça aussi. C'est parce que ça aussi, on a l'impression franchement que ils ont tourné une page et que... Non, je crois que c'est, vous savez, sous le choc, parfois la douleur, le fait qu'on peut avoir des réactions un peu disproportionnées. Voyez, je pense. Oui, donc ça vaut le coup de faire je pense que ça vaut la peine de faire un geste. Et ça peut s'atténuer, je crois. Essayez quand même, d'accord ? Oui. Voilà. Bon courage. Merci. Bon courage, Françoise. Au revoir. Au revoir. Et puis un petit message de Georges qui réagit à ce qui se passe aussi autour de l'émission et à la pub. Il dit non mais quand même, c'est vexant cette pub pour la baignoire. Pour qu'ils nous prennent, on peut encore enjamber la baignoire, il faut pas pousser. Moi, je peux même faire le poirier dans la baignoire. Allez, on est nombreux à le penser, donc merci, Votre Majesté, de l'avoir dit pour nous. On accueille maintenant Jocelyne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jocelyne. Voilà, merci d'abord de me prendre. Je suis un petit peu émue parce que d'abord, je suis très étonnée que vous ayez pu me prendre. Pourquoi ? Et puis en plus, parce que je sais pas, je m'attendais pas à ce que mon sujet puisse vous intéresser. Pourtant, pour moi, il est extrêmement compliqué. Ah ben, vous voyez ? Voilà. Je vous comme quoi, remercie encore. Faut pas avoir d'idées préconçues comme ça. Alors, j'ai une fille qui a 34 ans qui vit chez moi. Oui. Qui vit encore chez moi, qui ne m'a quitté que 9 mois. Enfin, qui m'a quitté, je m'entends, qui est partie pendant 9 mois parce qu'elle a vécu avec un garçon pendant 9 mois où ça s'est très très mal passé. Il lui a tapé dessus, elle m'a appelé au secours. Enfin bon, ça a été extrêmement, extrêmement douloureux pour elle et pour moi et pour tout le monde. En plus de cela, elle est au chômage actuellement. Elle a des problèmes d'ordre psychologique depuis très longtemps. Du style qu'elle peut être tout à fait adorable, mignonne et facile d'accès. Et puis par moments, elle s'énerve, on ne sait pas pourquoi. Et au début de la semaine, elle s'est énervée, je ne sais pas. Elle-même ne sait pas pourquoi. Elle a pété la double vitre en tapant simplement du poing alors qu'elle était toute seule à la maison. Sans explication, elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à trouver de travail parce qu'elle a des difficultés relationnelles. Et ces difficultés relationnelles, elle les a toujours eues. Même petite, je passais mon temps chez les directrices, les directeurs d'école, parce qu'elle avait des problèmes avec les petits camarades. Enfin, ça a été comme ça tout le temps. Elle est suivie par une psy depuis très longtemps. La psy, la dire qu'elle avait été une bonne mamie, qui malheureusement est décédée, mais qui l'a suivie vraiment jusqu'à la fin, parce qu'elle est décédée à 91 ans. Et puis là, elle est de nouveau suivie par une plus jeune, une psychiatre. Une femme qui a 40-45 ans, et que j'ai eu au téléphone aujourd'hui et qui m'a dit que ma fille avait un problème au niveau de la santé mentale, elle m'en a pas dit plus, et qu'elle ne pouvait pas, à elle toute seule, en la recevant une fois par semaine, l'aider à se sortir de ce carcan qui doit être très enfoncé au fond d'elle, et qu'il faudrait qu'elle soit encadrée soit par un hôpital de jour. Alors elle a déposé un dossier, mais on ne peut pas avoir un premier rendez-vous avant la fin de l'année. Et elle lui a donné également une autre direction, d'aller voir un centre médico-psychologique. Ma fille m'en a pas parlé, cela s'est passé hier. Moi, je l'ai su aujourd'hui par la psychiatre que j'ai eu au téléphone. Ma fille ne m'en a pas parlé. Elle ne considère qu'elle n'est pas du tout malade, qu'elle n'est pas du tout en dehors de la vie, elle ne voit pas où est le problème. En même temps, elle accepte quand même ce suivi depuis des années avec un psy. Oui. Donc elle admet quand même ses difficultés et visiblement elle y trouve un bénéfice pour y retourner. Oui, je pense. Oui. Sinon elle n'y retournerait pas, elle aurait arrêté. Oui. Donc elle peut dire qu'elle n'est pas malade mais qu'elle est en souffrance. Voilà. Bon, voilà, si elle préfère... Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, elle le dit. Elle dit qu'elle a quelque chose au fond d'elle, elle me l'a dit, qu'elle n'arrive pas à exprimer, que personne n'arrive à lui faire sortir. Alors c'est vrai que quand elle est née, moi j'avais un job qui était passionnant et que je n'ai pas abandonné mon job, donc je l'ai pas élevé directement. Enfin, j'étais licenciée à ce moment-là, donc je l'ai eu avec moi pendant un an et demi, puis j'ai repris une activité
extrêmement passionnante, qui m'a fait voyager à travers le monde. Donc ma fille était chez des nourrices, son père l'a récupérée le soir, ensuite elle est allée chez une grand-mère. Bon, alors c'est vrai que est-ce que ça l'a perturbée? On me l'a beaucoup reproché, famille et belle-famille me l'ont fortement reproché. Oui, ça vous culpabilise encore. Oui, ça me culpabilise encore. Ensuite, j'ai divorcé de son père. Son père est présent dans sa vie? Son père est présent, oui, mais qu'est-ce que je dirais, financièrement parlant, voilà. Ah oui. Pas moralement, pas affectivement. Pas du tout. C'est embêtant, ça. Le seul souci de son père, c'est sa mère qui a 91 ans. Il vit chez sa mère. Du jour où nous avons divorcé, et c'était en 83, il est parti vivre chez sa mère. Alors qu'il avait un job, il est dans la publicité, il avait quand même un intéressant. Bon job, donc oui. Il pouvait très bien s'installer. Oui, elle a un père qui ne s'occupe pas d'elle, mais qui vit lui aussi chez sa mère. Voilà, exactement. Il met la tête dans le sable, il fait l'autruche. Oui, donc vous voyez, vous n'avez pas à tout endosser quand même dans la responsabilité, parce que vous étiez deux à avoir cet enfant, et puis là, vous êtes seul à la porter encore, et pas qu'effectivement, matériellement aussi. Donc, mais en même temps, face à ce père là qui lui-même, revient chez sa mère, il y a quelque chose, c'est assez troublant ça. Bon, maintenant, par rapport, puisque c'est la psy qui vous a contacté pour dire qu'il serait important qu'il y ait un relais parallèlement à son suivi. Elle ne veut pas abandonner le suivi. Oui, mais ça c'est important. En parallèle. Mais il faut que ce soit elle qui lui en parle. Elle va l'entendre davantage de sa psy que de vous. Ah, mais elle lui en a parlé. Elle lui en a parlé hier. Et elle lui a donné les coordonnées d'un centre médico-psychologique. Mais moi, c'est hier, elle lui en a parlé hier. Elle lui en a parlé hier. Moi, j'ai vu ma fille hier en fin d'après-midi. Je lui ai demandé si elle avait vu la psy. Elle m'a dit oui. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était dit parce que j'estime que je n'ai pas. Oui, vous avez raison. Vous êtes déjà suffisamment proche pour qu'en plus elle ait cet espace-là d'intimité. Il lui faut une intimité. Voilà, puis si elle a besoin de m'en parler, elle m'en parle. Donc non, elle ne m'a absolument rien dit. Moi, je l'ai appris par hasard aujourd'hui par la psy. Alors c'est vrai qu'on a des relations familiales particulièrement étroites, que ce soit sa grand-mère, que ce soit sa tante. C'est la seule enfant de la famille. Enfin, enfant, elle a 34 ans, mais disons que c'est la seule petite fille de la famille. Elle n'a pas de cousin, elle n'a pas de cousine. Elle a été hyper chouchoutée. Elle a eu la vie trop facile, c'est vrai. Et en même temps, il y a certainement, on peut imaginer les attentes qui pesaient sur elle. Oui, certainement. Si elle est déjà fille unique et la seule enfant de la famille. D'un côté comme de l'autre. Parfois, ça peut être parfois difficile à porter aussi, ça. Oui. Parce qu'elle doit avoir le sentiment quand même je vais mettre beaucoup de guillemets, mais de décevoir un peu par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Donc ça doit accentuer aussi certaines choses. Mais si sa psy lui a parlé aujourd'hui, il faut laisser le temps un peu de maturer, Ce qui m'inquiète, c'est que lorsque la psy, il y a 15 jours, lui a parlé, un peu plus de 15 jours, lui a parlé de cet hôpital de jour, donc qui n'a rien à voir avec le sujet dont elle lui a parlé hier. Moi, je l'ai appris aussi par la psy directement, parce que je l'avais eu au téléphone. Elle ne voulait pas en entendre parler parce qu'elle en avait parlé, mais ma fille en avait parlé avec son père. Son père lui avait dit, oui, tout ça c'est de la foutaise, les psys, machin. Oui, il n'est pas aidant à ce niveau-là. Ah non, pas du tout. Et alors, elle est retournée voir sa psy la semaine suivante, et quand la psy lui a demandé si elle avait réfléchi, parce qu'évidemment, si elle n'est pas partie prenante, c'est même pas la peine. Ah oui, non, on ne peut rien faire. Oui. Donc, elle est revenue voir la psy, quand la psy lui a posé la question, elle lui a dit non, de toute façon, ça n'apportera rien, c'est rien du tout. Mon père. Oui, mais bon, vous voyez, donc pour le moment, elle fait bien appel à son père quand il faut, et lui, il y a. Ah oui, quand ça l'arrange. Mais si vous voulez, je pense que sa psy va lui mettre en avant, peut-être qu'hôpital, c'est le terme hôpital, même si c'est un hôpital de jour, c'est peut-être être confronté à d'autres.
malades, peut-être à des gens plus atteints. C'est, vous voyez, cette perspective de la maladie mentale. C'est peut-être tout ça qui lui fait peur. Donc, je pense que aussi la psy va lui expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qui peut être proposé, parce que dans un hôpital de jour, il y a des activités qui sont proposées et qui pourraient lui permettre. Oui, mais elle doit avoir peur. Et parce que c'est nouveau aussi, parce que c'est, si vous voulez, ça doit être insécurisant pour elle. D'aborder comme ça un univers inconnu, de se confronter à d'autres. Mais ce qui est quand même plutôt encourageant, enfin même très encourageant, c'est qu'elle ne refuse pas l'aide. Elle n'est pas dans un déni de ses difficultés. Donc, si vous voulez, il peut y avoir un travail fait où en plus sa psy dit bien que c'est en complément. Que ça peut apporter un complément par rapport à une ouverture, parce que c'est aussi une ouverture, c'est créer du lien avec d'autres. Même si ce sont des personnes qui, comme elles, sont fragilisées, il y a des activités proposées, ça permet un peu de sortir, de s'ouvrir quand même un peu au monde, même si c'est un monde protégé. Donc il faut laisser le temps de travailler ça. Vous ne lui en parlez pas trop, c'est à la psy de le faire. Merci de votre appel. Il faut qu'on se quitte parce que c'est l'heure. Merci Jocelyne. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. On se retrouve demain en direct. Il est maintenant 1h sur Europe 1.